Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 533 du 23 juin 2025. Alors évidemment, ce qui s'est passé avec l'Iran, l'attaque des États-Unis sur l'Iran, ne peut me laisser de marbre, loin de là. Alors, vous verrez dans cette revue de presse beaucoup de gens qui vous disent: «Ah, mais finalement, Trump, Trump n'a rien fait de vraiment très mal.» Alors moi, je vais y mettre mon grain de sel. Moi, je trouve que M. Trump, comme d'habitude, et comme d'habitude les États-Unis, ont continué leur petite route, c'est-à-dire qu'ils ont encore une fois foutu en l'air le droit international. Ils s'en balancent complètement. Le droit international, ils ne connaissent pas. C'est fou quand même. Et alors, les États-Unis représentent l'Occident quand même. Et donc l'Occident, c'est-à-dire nous, vous rendez compte de ce que peuvent nous dire l'autre monde. L'autre monde, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, les BRICS en général. Que peuvent-ils penser de nous? Que peut penser de nous l'Afrique si on intervient comme ça n'importe où, dans n'importe quel pays? Comme ça, pour lancer une bombinette. Bah voyons. C'est complètement absurde. Complètement absurde. C'est une violation de droit international complètement absurde. Complètement criminelle. Criminelle. Même si ils n'ont détruit que quelques centrifugeuses. C'est criminel. Car ça met le monde occidental dans une position absolument absurde, complètement bête, stupide. Nous violons régulièrement, régulièrement les lois, les lois internationales. Bon, alors moi je vous recommande d'aller sur mon Patreon, enfin mon site Patreon, car maintenant je fais des revues de presse de la presse russe sur ce genre d'intervention américaine, de la presse indienne sur ce genre d'intervention américaine, de la presse chinoise également, et plein d'extraits de tous les journaux du monde entier. Donc rejoignez-moi sur Patreon, vous verrez. Bien, mes chers abonnés, la revue de presse numéro 533 du 23 juin 2025. Bonne lecture, à bientôt, au revoir. L'explosion a surpris les habitants en pleine nuit. Plusieurs étages de cet immeuble de la région de Kiev, détruits en un instant. Malgré l'intervention rapide des secours, la déflagration a fait plusieurs morts et une dizaine de blessés. La même scène se répète dans d'autres villes autour de la capitale ukrainienne. Les secours interviennent après ce qui ressemble à une attaque coordonnée. Dans la nuit, le ministre de l'Intérieur a fait état de bombardements massifs de missiles et de drones tout autour de la capitale, ciblant principalement des zones résidentielles. Pendant plusieurs nuits successives, les villes ukrainiennes ont été la cible de bombardements intensifs. Une recrudescence d'attaques russes, alors que les pourparlers entre Kiev et Moscou restent au point mort. Sur le front de l'Est, les deux armées annoncent chacune avoir pris quelques kilomètres carrés de territoire à l'ennemi, mais sans avancée réelle de part et d'autre. Vous voyez Kupiansk qui est encadré en bleu. Et donc ça fait un moment que les Russes ont créé une tête de pont sur la rive occidentale. Pardon.
donc là c'est l'Oskol, pour pouvoir encercler la ville, non plus donc l'encercler par le nord depuis la rive occidentale de l'Oskol, et donc là on a eu une avancée significative, hein, on l'a symbolisé par les pointillés en rouge en direction du village de Moskovka, puisque le ministère de la Défense russe dit que le village est maintenant entre les mains de l'armée russe. Hein, c'est pas simplement des 1000 blogueurs ou des images sur Telegram qui nous disent ah bah tiens il y a un drapeau qui a été hissé. Là, et généralement le ministère de la Défense russe met plusieurs jours à valider ce genre de modification du front, et donc ça signifie qu'aujourd'hui les Ukrainiens, leur ligne majeure, la route majeure qui mène à Kupiansk, hein, vous le voyez, elle est juste au-dessus du mot South Front Press, eh bien elle ne se trouve plus qu'à environ 3 kilomètres de ce village. Donc au prochain bond offensif, l'armée russe aura coupé Kupiansk du reste de l'Ukraine. Il faut bien se le dire. Donc là, la situation devient de plus en plus compliquée et on ne comprend toujours pas pourquoi les unités de l'armée ukrainienne qui se trouvent donc à droite de la carte par rapport à la ville de Kupiansk sont toujours dans cette nasse, hein, puisque c'est une nasse qui est fermée également au sud, où là encore les Russes bordent l'Oskol et empêchent les Ukrainiens de pouvoir s'en aller par le sud. Il n'y a que la route qui passe par Kupiansk qui peut permettre aujourd'hui à toutes les unités ukrainiennes qui se trouvent sur la rive orientale de pouvoir la franchir. Voilà, de franchir à nouveau l'Oskol. Donc c'est absolument fou que malgré cette tête de pont qui a encore augmenté, d'ailleurs, vous le voyez au nord, hein, dans le carré, enfin le rectangle orange, dans le secteur de, c'est quoi, c'est Dolgenkoye, et puis dans le secteur de Figolivka, où là il y a des combats pour le village, hein, puisque là c'est attaque russe contre attaque ukrainienne. On voit bien que les Russes n'ont cessé d'étendre leur emprise sur cette partie-là du terrain au nord de Kupiansk. La meilleure chose qu'il aurait fallu faire pour éviter que d'un seul coup, s'il y a une rupture du front, les Ukrainiens se retrouvent piégés sur la mauvaise rive de l'Oskol, ça aurait été de replier son monde. Parce que là, ça fait depuis novembre que ça dure, ce danger-là. Bon, les Ukrainiens s'accrochent, on verra ce qu'il en est. On estimait, les dernières estimations qu'on avait, c'est qu'il y avait environ 3-4 000 Ukrainiens qui se trouvaient sur la rive orientale. Est-ce qu'il y en a toujours autant ou pas? En tout cas, s'il y en a toujours autant, le risque de les perdre suite à l'avancée russe depuis la tête de pont est de plus en plus important. Les ruines encore fumantes témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un quartier d'Odessa a été pris pour cible par l'armée russe. Ce raid aérien a causé la mort d'un homme et blessé 14 personnes. Alors en pleine tension au Moyen-Orient, l'Ukraine craint d'être reléguée au second plan. C'est précisément cette destruction de vie humaine qui unit la Russie à des régimes comme celui de l'Iran ou de la Corée du Nord. La Russie tente désormais de sauver le programme nucléaire iranien. Lorsque les Shahed iraniens, désormais très modernisés, et les missiles balistiques nord-coréens également modernisés tuent le peuple ukrainien, c'est un signe clair que la solidarité et la pression internationale ne sont pas suffisantes. Volodymyr Zelensky pointe donc du doigt l'aide apportée par Téhéran. Depuis août 2022, les soldats ukrainiens sont confrontés aux drones dits Shahed, de conception iranienne et utilisés par les Russes. Le Shahed 136 est un drone d'attaque à longue portée. Sa capacité de destruction est importante grâce à une ogive intégrée et une charge de 40 kg. Baptisé drone kamikaze, il a fait des ravages sur le front mais aussi dans les villes ukrainiennes. L'Iran désormais attaqué, pourra-t-il encore fournir son vieil allié ? Kiev s'inquiète également du cours du pétrole, car Moscou en produit. Et la hausse du cours veut dire hausse du budget militaire pour Vladimir Poutine. Sur le terrain, les forces russes avancent. Elles ont fait une percée au nord-est de la région de Soumy. Volodymyr Zelensky réclame donc des sanctions contre la Russie et une aide financière aux États-Unis. Volodymyr Zelensky réclame donc des sanctions contre la Russie et une aide financière des États-Unis qui regardent ailleurs, vers le Moyen-Orient. La Russie obtient presque à coup sûr un avantage dans ce conflit car il détourne l'attention internationale de la guerre contre l'Ukraine.
Le prochain sommet de l'OTAN s'ouvrira mardi prochain. Le porte-parole du gouvernement allemand a promis de faire de la question ukrainienne un enjeu central pour garantir la sécurité européenne. C'est le secteur donc entre Toretsk et Pokrovsk. Alors, on voit pas Toretsk, hein, ce serait en haut, à droite de la carte. Hein. C'est vraiment, ça borderait en haut à droite de la carte. Vous avez Mirnograd qui est encadré en bleu à gauche et Toretsk se trouve Pokrovsk se trouve immédiatement à gauche de la carte par rapport à Mirnograd. Et donc là, on a la conquête de Alexandro Kalinové qui a été donc complètement conquis par les Russes, et donc, comme on l'annonçait la semaine dernière, eh bien, la conquête de ce secteur, hein, dans la zone qui est encadrée en rouge, fait que les Russes ont coupé l'une des deux voies de repli des unités ukrainiennes qui sont dans le cercle bleu en pointillé. Il ne reste plus qu'une porte de sortie de 2 km entre le réservoir et les troupes russes au débouché de Toretsk. Alors c'est une zone qui est une zone urbaine avec une vallée, donc c'est encaissé. Alors dans la zone urbaine, l'intérêt c'est que vous pouvez passer de maison en maison pour sortir. C'est pas des champs plats et donc vous n'êtes pas voué à du tir au pigeon, mais néanmoins, il n'y a plus que 2 km pour évacuer toutes les troupes qui se trouvaient dans cette zone. Et je le rappelle, une fois encore, nous n'avons pas d'estimation sur le nombre de troupes ukrainiennes qui se trouvent dans cet encerclement quasi total. Ensuite, on voit donc dans le rectangle orange que les Russes continuent de progresser dans le secteur de Yablonevka, toujours pour continuer leurs efforts vers le nord-est en direction de Konstantinivka. On a également dans le rectangle jaune et juste à côté à Poltavka des combats en direction du nord, hein, comme je l'avais annoncé, une fois que la base de ce saillant a été élargie, eh bien les Russes attaquent tout azimut, c'est-à-dire directement vers le nord, vers le nord-est et vers l'est et vers l'ouest, pardon. Hein, c'est ce qui se passe dans le rectangle ou le carré vert, je sais pas exactement les dimensions, hein, puisque là les Russes progressent également, et on voit bien que comme je l'annonçais, l'objectif ça va pas être d'attaquer directement Mirnograd, mais encore une fois vraisemblablement de percer au nord de Mirnograd pour couper la ville de toute voie d'accès principale et ainsi poser des problèmes sur la logistique, l'acheminement des renforts et l'évacuation des blessés. L'Europe était hors jeu. Elle est hors jeu parce qu'elle est aussi anachronique. Il faut bien avoir en tête que l'Union européenne, la commission qui a été mise en place suite aux élections européennes de 2024, c'est-à-dire il y a moins d'un an, est une commission qui a été faite sur mesure, cousu main par Madame von der Leyen et les siens, et tous ceux qui la soutiennent, et en premier lieu Monsieur Macron, pour être une commission qui est exclusivement centrée sur la question russo-ukrainienne. Vous savez que 4 des postes les plus importants de commissaires, celui de haut-commissaire à la politique étrangère et à la politique de sécurité notamment, qui a été délégué à l'Estonienne Kaja Kallas, on a eu l'occasion d'en parler régulièrement, mais aussi le poste de commissaire à la défense qui a été donné à un Lituanien, Andrius Kubilius, celui de l'élargissement qui a été donné à une Slovène, Marta Kos, ou celui de la Méditerranée qui est un enjeu central qui a été donné à la Croatie. Tout ça fait que cette commission est centrée, a été construite exclusivement sur la question de la guerre en Ukraine, avec ce tropisme-là qui a été pensé au sein de la Commission européenne et qui fait que finalement cette commission est incapable d'agir sur la scène internationale, elle est incapable d'agir sur la scène russo-ukrainienne, bien sûr parce qu'elle est partie prenante, et elle est incapable d'agir à l'international parce que personne ne la reconnaît comme interlocuteur. Même Joseph Borrell, qui était le prédécesseur de Madame Kallas à la politique étrangère, avait plus de retour et avait plus de crédibilité sur la scène internationale. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny
the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Des frappes américaines massives sur les sites nucléaires iraniens ont lieu ce week-end. Elles ont suivi des frappes israéliennes moins massives, néanmoins importantes, sur les mêmes sites. Quelles sont les conséquences géopolitiques que l'on peut en tirer ? La première, c'est qu'il n'y a aucun respect du droit international. Israël, comme les États-Unis, s'en affranchissent totalement. Alors, certains, sur les écrans, ont plaidé sur une sorte de droit de légitime défense préventive qu'Israël aurait, en reprenant en fait les arguments du gouvernement israélien. Il n'y a pas de légitime défense préventive, c'est un oxymore. La légitime défense, c'est uniquement quand on est agressé. Et l'Iran n'a pas attaqué Israël, même si l'Iran menace verbalement Israël depuis très longtemps. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, c'est une politique de puissance. Seule la force compte. Il n'y a pas de règles. Chacun fixe les règles qui lui conviennent. Et c'est plutôt inquiétant pour l'avenir de la planète et de l'ensemble des relations internationales, parce que c'est un exemple qui peut faire des petits un peu partout. Comment ensuite protester contre des violations du droit par d'autres puissances qui, elles, ne seront pas forcément occidentales. Ce qu'on a vu cette semaine, on avait rapidement parlé la semaine passée des frappes israéliennes contre l'Iran. Et comme on pouvait s'y attendre, les Américains ont suivi finalement ce que voulaient les Israéliens et ont frappé eux aussi dimanche passé des infrastructures en Iran. Et on va y revenir. Alors j'aimerais revenir quand même sur l'élément central de toutes ces actions, c'est l'affirmation selon laquelle l'Iran peut avoir la bombe nucléaire dans quelques jours, n'est-ce pas? Parce que tout tourne autour de ça. Alors, je rappelle que déjà en octobre, alors je pourrais remonter beaucoup plus tôt, mais en octobre 2024, déjà, la CIA américaine disait qu'il n'y avait aucun élément qui permettait de dire que l'Iran était en train de construire une arme nucléaire. En janvier 2025, d'ailleurs, le directeur de la CIA a répété ça, donc il a changé puisqu'on a eu évidemment un changement de gouvernement et le directeur de la CIA est généralement nommé par le président. Par conséquent, il a été, comme William Burns a été remplacé par Monsieur Ratcliffe. Mais l'ancien directeur a dit qu'il n'y a aucun élément qui permet de dire que l'Iran développe une arme nucléaire. Et puis on a eu l'évaluation annuelle de la menace par la communauté du renseignement. Donc la communauté du renseignement aux États-Unis, c'est 17 agences de renseignement, dont la CIA, dont la Defense Intelligence Agency, la NSA, National Security Agency, etc., etc. Il y a 17 agences de renseignement qui sont subordonnées aux différents départements du gouvernement américain. Et ils sont fédérés par ce qu'on appelle l'Office of the Director of National Intelligence, qui en l'occurrence est Tulsi Gabbard, qui ne fait que fédérer. Donc quand on dit Tulsi Gabbard a dit qu'il n'y avait pas d'armes de bombe. Alors c'est vrai qu'elle l'a dit bien sûr, mais elle parle pas en son nom. Elle parle au nom de 17 agences de renseignement. 17 agences qui représentent plus de 200 000 personnes, y compris des analystes, dont la spécialité est précisément d'analyser la situation. Donc, quand on a toutes ces agences de renseignement qui disent que l'Iran ne produit pas d'armes nucléaires et que Khamenei n'a pas réautorisé le programme d'armes nucléaires suspendu en 2003, c'est qu'il n'y en a pas.
I certainly empathize with Americans who are exhausted after 25 years of foreign entanglements in the Middle East. I understand the concern, but the difference is that back then we had dumb presidents, and now we have a president who actually knows how to accomplish America's national security objectives. So this is not going to be some long, drawn-out thing. We've got in, we've done the job of setting their nuclear program back. We're going to now work to permanently dismantle that nuclear program over the coming years, and that is what the president has set out to do. Simple principle. Iran can't have a nuclear weapon. That has animated American policy over the past 130 days. It's going to continue to be a driving force of our policy in the Middle East for the next 3.5 years. Est-ce qu'on est face à un coup de maître dans le bluff, dans le poker de Donald Trump, ou est-ce qu'on est sur quelque chose, comme tout le monde l'a lu hier ou quasiment à l'unanimité, ah bah voilà, les États-Unis rentrent en guerre aux côtés de l'Iran, puis d'Israël contre l'Iran, circulez ma bonne dame, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à dire, et donc Trump a trahi, etc., etc. Voilà. Alors la première chose qu'il faut prendre en compte, comme d'habitude, c'est l'histoire. Est-ce que dans l'histoire récente, sous Donald Trump au cours de son premier mandat, on a déjà ou non assisté à des opérations militaires très fortes sur le plan symbolique, avec une grosse caisse de résonance médiatique, mais qui au final se sont avérées creuses en termes d'impact sur le long terme dans le déroulement d'un conflit? Eh bien la réponse elle est oui. Alors évidemment, on a tous été surpris parce que on n'imaginait pas que pour régler la question entre Israël et l'Iran et l'éventuelle participation des États-Unis au conflit, Donald Trump rejouerait ce qu'il avait joué avec la Syrie, mais on va voir que c'est finalement quelque chose de très proche. Donc je rappelle, en 2017, on a eu une accusation contre le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir opéré un bombardement chimique. Alors, j'ai plus le lieu exact sur lequel ce bombardement avait eu lieu, mais en tout cas, Donald Trump avait répliqué et donc ça se passait au début de l'année 2017 et dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, eh bien les États-Unis ont bombardé la base aérienne de Sherat, d'où serait partie l'attaque syrienne, l'attaque de l'armée de Bachar el-Assad, pour réduire à néant à la fois la base, mais aussi les différents avions, hélicoptères, etc. qui se trouvaient dessus, et puis dire, bon bah voilà, Bachar el-Assad a franchi une ligne rouge infranchissable, l'utilisation d'armes chimiques, il est sanctionné. Sauf qu'on a découvert quelques heures, quelques jours après, que cette base, elle avait été vidée parce que les Américains avaient prévenu à la fois les Russes et les Syriens qu'ils allaient mener cette attaque. C'est-à-dire que sur la base, il y avait absolument rien du tout en termes d'hommes ou de matériel militaire. Il y avait par contre encore le dépôt des supposées armes chimiques qui, lui, n'a pas été touché par la frappe. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok. Arrêtez-vous là. Mais... Pardonnez-moi, Madame Borde, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir. Le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Nous devons faire œuvre de justice, sans quoi ce conflit deviendra de plus en plus un conflit religieux entre deux mondes. Nous l'avons évité en 2003. Nous avons montré aux pays arabes que nous étions capables de dire non aux Américains. Aujourd'hui, nous ne parlons pas assez fort pour pouvoir éviter cet affrontement entre les blocs. Alors pourquoi Trump a été entraîné à frapper l'Iran alors qu'il avait qualifié les frappes israéliennes la semaine dernière d'unilatérales, que ses équipes allaient commencer à négocier au lendemain des frappes israéliennes, ce qui a bien sûr empêché de négocier, et qu'il avait fait campagne et que dès son discours d'introduction, il avait dit qu'il ne lancerait pas les États-Unis dans une guerre. Certes, il n'y a pas de troupes au sol, mais c'est bien une guerre qu'ont lancé les États-Unis.
Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Alors peut-être il voyait que Netanyahou réussissait son coup et qu'il voulait montrer que c'est lui qui dirigeait. Peut-être aussi il a voulu frapper pour dire, voyez, c'est réglé, c'est moi qui ai réglé, et maintenant on arrête tout. Et empêcher Netanyahou de continuer. Mais on sait comment les guerres commencent, on ne sait pas comment elles se terminent. En tout cas, c'est très risqué pour l'avenir parce que tout va dépendre bien sûr de la réaction iranienne, mais il y a forcément un risque d'engrenage, y compris pour les États-Unis. J'ai parlé tout à l'heure de ce journaliste Serge Michel qui, dans cette interview, disait que l'Iran avait commencé son programme nucléaire à la fin des années 50, ce qui est vrai, avec le but d'avoir une bombe pour tirer sur ses voisins sunnites. Alors, ça, c'est un mensonge, purement et simplement. L'Iran a effectivement eu un programme nucléaire qui a commencé à la fin des années 50, qui a d'ailleurs été fait avec l'aide des Américains et des Français, en grande partie, et qui avait un objectif civil, c'était pour avoir l'énergie nucléaire civile. Et je vous rappelle qu'à la fin des années 50, le régime qui est au pouvoir en Iran est un régime qui a été mis en place par les Américains, et que par ailleurs, à ce moment-là, les alliés des Américains dans la région sont, eh bien, l'Arabie Saoudite, pratiquement tous les pays qui entourent l'Iran. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir cette menace. Je rappelle qu'à l'époque, l'Irak est un allié des Américains. Il le sera d'ailleurs jusque dans les années 80. Donc, il n'y a aucune raison pour l'Iran d'avoir un programme d'armes nucléaires. Et de fait, l'Iran n'a jamais eu de programme d'armes nucléaires. Alors, surtout, ce qu'a fait Trump, en fait, c'est une rupture par rapport à la politique américaine, parce que même Joe Biden, qui n'a rien obtenu après le 7 octobre israélien, avait réussi quand même à empêcher Netanyahou de frapper les installations nucléaires iraniennes. Et les précédents présidents américains, y compris Trump 1, l'avaient fait, bien sûr Obama, également Biden, et même George Bush, qui en 2004 a refusé à Sharon à l'époque que de frapper les installations iraniennes comme le demandait le premier ministre de l'époque. Donc c'est une rupture. Trump en fait a suivi Netanyahou. C'est Netanyahou qui a inspiré la politique américaine et là-dessus Trump est plutôt le suiveur que l'initiateur du mouvement, puisqu'il a fait quelque chose qu'il se refusait à faire initialement. C'est donc un triomphe pour Netanyahou, un triomphe sur le plan diplomatique, puisque l'alliance avec les États-Unis, qui lui est très favorable, n'a jamais été aussi forte que jamais. Il s'installe comme la puissance majeure du Proche-Orient. Son objectif de remodeler le Proche-Orient est peut-être en train d'être mis en œuvre, sauf qu'il faut se méfier des contre-coups et que l'histoire n'est pas finie et que le chaos pourrait avoir des effets destructeurs pour tout le monde. Mais en tout cas, succès politique intérieur, parce que lui qui était très contesté a ressoudé le pays derrière lui et désormais son parti est même en tête dans les sondages électoraux. Alors Israël est beaucoup plus redouté sur la scène internationale, mais également beaucoup plus détesté. Les traces que cela laisserait sur l'opinion internationale, déjà Gaza, le fait de bombarder le Liban, la Syrie, désormais l'Iran. Il y a effectivement, alors certains vont dire qu'il faut faire très attention à Israël parce qu'ils peuvent frapper fort, mais dans les opinions, la colère contre Israël va très certainement prendre de l'ampleur, ce qui inquiète certains modérés israéliens. La réaction de Trump, ça avait été d'orchestrer quelque chose de complètement factice. Uniquement un coup comme médiatique pour dire regardez nous les Américains et puis surtout nous les républicains à la sauce Trump on n'est pas comme Obama, hein, on se couche pas, on y va, on fait quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous imaginez, aux États-Unis dans l'électorat de Donald Trump à l'époque a compris que cette histoire c'était juste une vaste farce et qui s'est dit j'arrête de voter Donald Trump demain à cause de ça? If Iran disrupts shipping in the Strait of Hormuz, which of course handles about a quarter of the world's oil trade, would that be a red line for the United States, Mr. Vice President? Well, Kristen, I think our biggest red line is the Iranian nuclear weapons program. That is really what the president has said we need to get rid of. But what about the Strait of Hormuz? Steps towards doing that last night. Well, I think that would be suicidal, Kristen, for the Iranians themselves. I mean, their entire economy runs through the Strait of Hormuz. If they want to destroy their own economy and cause disruptions in the world, I think that would be their decision. But why would they do that? I don't think it makes any sense. I don't think that it makes sense for them or for anybody else. What would make sense is for them to come to the negotiating table to actually give up their nuclear weapons program over the long term. And again, if they're willing to do that, they're going to find a willing partner in the United States of America.
Oui, pour des raisons qu'on a évoquées plus ou moins, notamment de nature géopolitique, mais aussi d'abord et avant tout, et ça n'a pas été dit pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain, dont le régime est détestable à souhait, mais malheureusement, peut-être pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser l'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un État souverain, comme Israël est un État souverain. Vous voyez ? Donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière. Il y a eu en 1988, alors que l'Irak constituait une menace pour l'Iran a étudié la faisabilité d'avoir une arme nucléaire. C'est ce qu'on appelait le projet Ahmad, et c'est une étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'on a examiné les possibilités d'éventuellement avoir et produire l'arme nucléaire. Mais ce projet a été abandonné en 2003, et c'est d'ailleurs exactement ce que dit le rapport de la CIA et le National Intelligence Estimate de novembre 2007, c'est que, après avoir fait cette étude de faisabilité, les Iraniens se sont aperçus qu'il y avait plus de problèmes liés à l'acquisition de l'arme nucléaire que de sécurité. Et par conséquent, ils ont abandonné ce projet. Donc, l'Iran n'a jamais eu de programme nucléaire, même s'ils ont étudié la possibilité d'éventuellement en avoir un. On nous dit, c'est très bien, tout ça a tout détruit, et il faut, pour comprendre tout ça, se dire, mais attendez, il y a eu des informations dès hier matin qui sont apparues sur les réseaux, et donc on va passer à l'image suivante. C'est ces premières, c'est des images satellites qui ont été confirmées par tout le monde. Donc vous pouvez le voir, c'est les accès de la base de Fordo. Ces images ont été, cette image-là, il y en a d'autres, on n'a pas tout mis, ont été faites par les satellites vraisemblablement le 20 juin, au plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des camions qui semblent venir puis repartir de la base de Fordo, donc qui est une des 3 bases d'enrichissement d'uranium, qui est celle qui est la plus enterrée, semble-t-il, la plus protégée, etc., du système iranien. Et donc on en déduit tous que vraisemblablement, un peu comme ce qu'on vient d'expliquer sur la base de Sherat en Syrie, les Iraniens étaient en train de vider la base. C'est-à-dire que le site de Fordo, tout ce qui était essentiel et vital au programme nucléaire iranien a été enlevé avant que la frappe ait lieu. Alors comment les Iraniens ont-ils décidé de faire ça ? Est-ce que c'est par rapport au fait que Trump faisait des déclarations que j'ai relayées en disant mais non, je prends 15 jours de réflexion pour essayer d'endormir tout le monde, et puis qui se sont dit, il nous a endormis une première fois en nous disant qu'on allait négocier, puis il a laissé les Israéliens nous frapper, donc là on prend pas du tout ce qu'il dit pour argent comptant, on prend les devants, on déménage tout? Ou est-ce que, comme on peut l'imaginer, la frappe, toute l'opération Midnight Hammer a été menée en ayant au préalable prévenu les Russes
et les Chinois, ce qui semble tout à fait vraisemblable. De la part des États-Unis, on les voit mal s'engager dans une opération de cette ampleur sans prévenir Moscou et Pékin, et que du coup, Moscou comme Pékin ont prévenu les Iraniens en leur disant « ça va bientôt vous tomber dessus, préparez-vous ». D'autant que si à la fin, moins de 48 heures avant, Seymour Hersh lui dit c'est pour ce week-end, ça veut dire que d'autres gens sont au courant, et à commencer par les services de renseignement d'autres pays. Donc tout ça est tout à fait logique. L'attaque d'Israël, perpétrée le 13 juin, et les frappes aériennes commises hier par les États-Unis ne sont pas survenues du jour au lendemain. Elles résultent directement d'actions illégales, politiquement motivées, actions des États-Unis et de ses partenaires européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et il y a également le comportement biaisé du directeur général de l'AIEA. Indubitablement, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, 3 membres permanents de ce Conseil, ainsi que le régime israélien et le directeur général de l'AIEA, assumeront la pleine responsabilité pour le décès de civils innocents en Iran, et notamment les femmes et les enfants, et pour la destruction d'infrastructures civiles vitales. Et la télévision publique iranienne rapporte que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à Moscou pour des entretiens sur les développements régionaux et internationaux. Araghchi déclare que l'Iran et la Russie maintiennent une coopération et une coordination sur toutes les questions. Il a souligné que la situation régionale exigeait des deux parties qu'elle adopte des positions plus claires, plus sérieuses et plus unifiées. M. Araghchi a également exprimé sa gratitude à la Russie pour avoir fermement condamné les attaques américaines contre l'Iran. Il a déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président russe Vladimir Poutine et a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres organisations internationales à prendre des mesures après les attaques américaines contre les installations nucléaires de l'Iran. L'Iran n'a jamais abordé une phase d'enrichissement de l'uranium qui lui permette d'arriver à l'arme nucléaire. Donc en principe, on considère que c'est 90% d'enrichissement qui permet de faire une arme nucléaire. Et l'Iran n'a jamais fait ça. D'ailleurs, le maximum que l'Iran a atteint en matière d'enrichissement, c'est 60%. Et le passage de 60% à 90% demande des moyens techniques que je ne sais même pas si l'Iran a d'ailleurs. Donc, et je ne pense pas que l'Iran ait besoin de le faire. Simplement, l'enrichissement à 60% comprend aussi, répond à des besoins du marché, et donc voilà pourquoi l'Iran l'a fait. Mais évidemment, on joue sur cette proximité. Certains journalistes parlent même pas de 90%, ils parlent de 80%, ce qui est faux. On essaye toujours de montrer que l'Iran est très proche de l'arme nucléaire, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, après le rapport du 12 juin, je rappelle que le 12 juin, c'est la veille de l'attaque israélienne, qui naturellement s'est appuyé sur ce rapport pour dire, oui, l'Iran ne respecte pas les termes du traité, du traité de non-prolifération, donc on peut frapper, et c'est ce qui a un peu justifié ça. Alors maintenant, évidemment, vous avez un rétropédalage du chef de l'agence de l'AIEA, Raphaël Grossi, et qui est un ambassadeur argentin, dont l'intégrité est d'ailleurs extrêmement discutable, et pas seulement discutable, mais extrêmement discutée. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'intégrité nécessaire pour leur tâche. Déjà, on l'a vu dans les problèmes qu'il y a eu avec la centrale nucléaire de Zaporozhye en Ukraine, on a vu que l'AIEA, qui a normalement un mandat de neutralité et d'impartialité, c'est une agence des Nations Unies, eh bien, elle n'a pas rempli cette condition de neutralité et d'impartialité. Et ici, on continue à avoir la même chose. Puis ensuite, il a fait un discours officiel, il y avait Vance, il y avait Exet, et puis il y avait Marco Rubio, et là, il nous dit, voilà, l'armée américaine vient de mener d'importantes frappes de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz, Ispahan. Donc il explique que tout ça, tout le monde connaît ces noms parce qu'on les a vus avant. Depuis longtemps, on parle de ces sites, et il dit aujourd'hui, je peux dire au monde
que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Déjà, le mot, alors spectaculaire, hein, c'est la traduction du discours fait par la presse occidentale, par la presse francophone occidentale. Voilà, j'allais pas vous le faire en anglais puis faire la traduction et l'explication. Donc spectaculaire, déjà, c'est bien parce qu'on comprend déjà qu'on est dans le show. Hein. Relisez Guy Debord. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruite. C'est-à-dire que selon lui, dans la nuit du 21 au 22 juin, il était déjà, je crois, 3 heures du matin au moment de ce discours, heure française, donc on était bien le 22 juin, pour lui, il n'y a plus d'installation majeure d'enrichissement nucléaire en Iran. Elles ont été intégralement et totalement détruites. Et ensuite, il nous dit, hein, l'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Donc il nous dit, voilà, le nucléaire, c'est fini, hein, plus de programme nucléaire iranien. Et si par contre il devait ne pas accepter qu'on fasse la paix, il y aura des frappes plus importantes. Sur cette image satellite, ils sont à peine visibles. Les impacts des bombes américaines sur le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran. Elles ont perforé la surface terrestre avant d'exploser plusieurs dizaines de mètres en dessous. Larguées hier, ces puissantes ogives dites anti-bunker ont sans aucun doute fait des dégâts majeurs dans le ventre de Fordo, qui abrite 80 mètres sous cette montagne de roches et de béton, environ 3000 centrifugeuses. Ces bombes sont capables de percer 60 mètres de béton et de rochers et, au moment de l'explosion, d'ébranler cette colline et cette masse et donc de mettre en danger l'ensemble des galeries dans lesquelles se trouvent les centrifugeuses et autres appareils du programme nucléaire. Mais ces frappes suffiront-elles à compromettre définitivement le programme nucléaire iranien ? Ces images diffusées il y a quelques jours montraient une file de camions inhabituelle à l'entrée de l'usine. S'agissait-il de déplacer les centrifugeuses ? Impossible à savoir. Mais l'Iran assure aujourd'hui avoir mis à l'abri avant l'attaque ses stocks d'uranium hautement enrichi et qu'il ne renoncera pas à ses ambitions nucléaires. Bien sûr, ils nous ont infligé des dégâts, mais ce n'est pas la première fois que nous en subissons. Grâce aux capacités que nous possédons, cette industrie continuera, sa croissance ne s'arrêtera pas. La force de Téhéran, en effet, toute la connaissance accumulée depuis des décennies en matière de nucléaire, selon ce spécialiste. Un savoir-faire qu'aucune bombe ne peut éliminer. C'est un savoir qui a été acquis par l'Iran. Donc c'est un vrai danger, parce qu'effectivement, ce savoir, il est dans les têtes maintenant, hein, des ingénieurs, etc. Donc on peut détruire, effectivement, il faut attendre de voir. On peut éventuellement détruire les installations, et ce savoir existe. La question, c'est qu'est-ce que l'Iran va en faire ? Les coups portés aux infrastructures nucléaires de la République islamique sont-ils irréversibles ? Et son programme d'enrichissement anéanti, comme l'affirme la Maison-Blanche ? Prudent, Israël répond qu'il est trop tôt pour se prononcer et annonce que des vérifications sont en cours. Par conséquent, ça montre que les Iraniens ont une stratégie que j'avais d'ailleurs déjà expliquée l'année passée, qui est extrêmement fine, qui va au-delà des chiffres. Alors évidemment, la propagande peut dire, oui, les Iraniens, pratiquement tout ce qu'ils envoient, 90% de ce qu'ils envoient est détruit. Oui, mais voilà, ça fait partie de la stratégie qu'il soit détruit. Et le but, c'est que ce qui est en rouge ici soit les objectifs réels voulus par l'Iran. Et c'est ça qui est intéressant, et ça explique pourquoi, d'ailleurs, les objectifs qui sont touchés par les Iraniens font beaucoup moins de morts que les objectifs tirés par les Israéliens. Les Israéliens visent la population civile parce qu'ils visent un changement de gouvernement, ils cherchent à créer une crise politique en Iran. Les Iraniens ne cherchent pas une crise politique, ils cherchent à affaiblir militairement Israël. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs, très bien, parce qu'ils sont en train de détruire toutes les capacités de décision, les capacités de renseignement, les capacités de détection, les capacités de décision militaire, etc. Et donc, on a, en définitive, au-delà des chiffres, une stratégie iranienne qui est beaucoup plus efficace qu'on pourrait l'imaginer. Et quand on parle alors des missiles hypersoniques, on parle évidemment de deux types principaux de missiles.
c'est les missiles Fatah 1 et Fatah 2, qui ont la particularité d'avoir, qui ont la particularité d'avoir des ogives. Vous remarquez qu'on a, si vous regardez les missiles, vous voyez qu'ils ont deux parties. Hein. Ici, on le voit très nettement. Une partie avant qui a des ailettes et une partie arrière qui finalement n'est que le propulseur. Et ce qui vient frapper Israël, ce sont ces éléments-là qui sont marqués en jaune. Et typiquement, avec le Fatah 1, c'est un appareil qui a un moteur qui est monté sur une rotule qui permet d'orienter si vous voulez, la direction du moteur et qui permet comme ça à cette ogive de manœuvrer très rapidement au dernier moment et ainsi de tromper lorsqu'un missile est envoyé pour le détruire. Eh bien, le missile iranien fait une manœuvre brusque et puis le missile de défense, missile Arrow par exemple, eh bien, il part dans la nature et souvent d'ailleurs il retombe sur Israël d'ailleurs. Beaucoup de dégâts que vous voyez en Israël sont en fait des missiles israéliens qui sont retombés sur la population. Il oublie, puisqu'il parle des 40 ans de conflit avec l'Iran, il oublie de nous parler, hein, ça on peut le comprendre, de l'Iran Gate et de la façon dont un de ses prédécesseurs, Ronald Reagan, avait été capable de mener, avec l'aide des Israéliens, des opérations sophistiquées sous l'égide du colonel North, dans le dos du Congrès, hein, pour obtenir, grâce à des ventes d'armes, des fonds secrets pour mener des opérations contre les guérillas marxistes en Amérique centrale et en Amérique latine. Voilà, parce que si on fait l'historique des rapports entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, il faut jamais oublier de parler de ça. Et ensuite, et dans le ton, quand on regarde la vidéo de cette petite conférence de presse, de ce petit débriefing, dans le ton, on voit qu'il s'adresse à Netanyahou. Et là, d'un seul coup, Trump, il nous dit, cette histoire du nucléaire, en gros, c'est fini, hein. Je vous relis cette phrase encore une fois, parce qu'elle est très très importante, elle est essentielle, hein, les installations d'enrichissement, les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. Donc on a un des deux casus belli avancés par Israël pour justifier son attaque, son agression de l'Iran, qui disparaît. Il n'y a plus de nucléaire iranien. Nous, les Américains, on a mis fin à ce problème. Et donc la seule chose qui reste, c'est à l'Iran de savoir si elle veut ou non désormais reprendre le chemin d'une négociation. Hein, et si elle le fait, c'est bon, pour nous c'est fini. Il n'y a plus de nucléaire iranien, c'est terminé. Alors ce qui est paradoxal, c'est que on a dit en amont, vraisemblablement les sites qui ont été visés ont été vidés de tout matériel, de tout matériau et compagnie. Et puis ensuite, maintenant, quand on regarde depuis hier les photos satellites qui ont été prises, et notamment de Fordo, hein, là on vous en met une avec des agrandissements, on se rend compte que vraisemblablement, ce qui a été visé, ce sont les entrées. Voilà, où on voit que, alors donc vous voyez, hein, c'est marqué tunnel entrances sealed with dirt, hein, donc c'est les entrées principales du site qui auraient été donc scellées, hein, par l'effondrement de toute la structure autour des entrées, et c'est tout. Mais les bombes n'ont vraisemblablement pas traversé, hein, je rappelle que ce site est enterré sous des mètres et des mètres de terre, et tous les analystes qu'on voit depuis hier nous disent que les fameuses bombes américaines GBU n'ont pas été capables de percer au point d'atteindre les 90 mètres sous terre, en plus de la montagne, hein, où se trouvent les installations iraniennes elles-mêmes. Donc entre l'hypothèse que vraisemblablement les sites ont été évacués et qu'ensuite en plus, à part avoir momentanément bouché les entrées, il n'y a pas eu de destruction en profondeur du site. Un autre aspect qui est important, c'est que les missiles Arrow, comme tous les missiles israéliens, ils sont dépendants
Et ils sont fabriqués d'ailleurs aux États-Unis, en partie aux États-Unis, et ils dépendent de terres rares qui sont fournies par la Chine. Or, la Chine a déclaré un embargo sur les minerais, les matériaux rares qui seraient utilisés par l'industrie de l'armement américaine. Et c'est le cas notamment du missile Arrow, qui est fabriqué par Boeing, et qui aujourd'hui, Boeing n'a plus les éléments de base pour pouvoir réaliser ces missiles. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que les terres rares, si vous voyez aussi ce diagramme qu'on a ces dernières années, vous voyez que durant le mois de mai, pardon, vous avez une chute drastique des importations ou des exportations chinoises, respectivement, des importations américaines de terres rares. Et aujourd'hui, les Américains n'ont plus de quoi fabriquer ces terres rares. Et ces terres rares sont assez importantes. Si vous prenez par exemple un avion F-35, eh bien, il y a 400 kilos de terres rares dedans. Ce qui veut dire que c'est quand même un élément critique. Et aujourd'hui, les Chinois sont en train de faire un embargo tel que les Américains ne parviennent plus à soutenir l'effort de guerre israélien. Et donc, on s'approche, on est vraiment dans une guerre d'attrition qui touche évidemment Israël bien plus qu'elle ne touche l'Iran. Et l'Iran n'a pas besoin de détruire Israël. Et d'ailleurs, la stratégie de l'Iran à l'égard d'Israël, c'est pas de détruire Israël, et c'est pas de détruire la population, détruire les hôpitaux, comme on l'a vu toutes ces dernières semaines en Israël de la part d'Israël, qui ont touché des hôpitaux, comme je l'ai dit, un peu partout dans le pays, comme ils ont fait d'ailleurs à Gaza. Hein. La première cible, et d'ailleurs il y a un rapport des Nations Unies qui explique que la stratégie israélienne, elle est fondée sur le ciblage des institutions médicales, des structures médicales. C'était le cas à Gaza, et c'est la même chose à l'égard de l'Iran. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on voit bien que depuis hier, les Iraniens ont répliqué, hein, ils ont utilisé des nouveaux missiles Khaybar qui ont une portée de 2000 km et qui peuvent emporter une ogive d'environ 1,8 tonne pour cibler à nouveau Haïfa, Tel Aviv, etc. On voit que alors les Iraniens auraient d'ailleurs, alors pas forcément à l'occasion de ces nouvelles frappes avec ces nouveaux missiles, mais ils auraient détruit le centre d'armes biologiques top secret de Nes Yona à 20 km de Tel Aviv, qui est une installation hautement qualifiée dans tout ce qui concerne les armes biologiques et chimiques, ainsi que dans la recherche militaire. Hein, donc ça, c'est absolument colossal. C'est-à-dire qu'on nous dit tape des endroits, alors on peut pas nous dire précisément lesquels, puisque la censure militaire israélienne fait le boulot pour empêcher qu'on puisse dire c'est tel endroit ou tel endroit. Alors on nous montre des endroits où il y a des habitations pour dire ah bah regardez, les Iraniens ils frappent les civils, mais on ne nous parle pas de tout le reste. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le port de Haïfa par exemple, il est hors service suite aux frappes. Et là, on apprend qu'un des plus grands centres sensibles de l'armement biologique israélien a été détruit. C'est pas frappé et endommagé. Non, c'est détruit par les frappes iraniennes. Et on peut imaginer qu'il y a des endroits comme donc, alors il y a des gens qui ont laissé entendre. Et on s'en est fait l'écho la semaine dernière que la base nucléaire de Dimona a été touchée également, la centrale de Dimona a été touchée également, et qu'il y a probablement, comme ça avait été le cas en octobre, des bases aériennes israéliennes qui auraient été aussi visées. Voilà. Donc les Iraniens n'ont pas l'intention d'obtempérer et de dire à Donald Trump « c'est bon, on fait la paix ». Mais néanmoins, est-ce qu'ils ont répliqué contre les intérêts américains dans le Golfe ? Est-ce qu'ils ont attaqué des bases américaines en Arabie Saoudite, au Qatar, des navires américains en mer Rouge ou ce genre de choses? Rien pour le moment. Rien. Dans les négociations qui se déroulent à Genève, il n'est pas question de la bombe nucléaire en réalité, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de programme nucléaire en Iran. Donc c'est pas ça le problème. Et ce à quoi s'opposent les Iraniens, c'est pas qui veulent avoir la bombe nucléaire et puis que les Occidentaux veulent pas. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils voulaient pas l'arme nucléaire. Et donc,
ce n'est pas le thème. Le thème de la discussion, c'est les capacités d'enrichissement d'uranium. Et c'est là où on a cette distorsion qui est causée par nos journalistes, qui portent toujours l'accent sur la bombe nucléaire, alors que ça n'est pas le sujet. Et quand on voit d'ailleurs hier 22 juin, les Américains ont frappé l'Iran et immédiatement on a eu Kaja Kallas et Ursula von der Leyen qui ont fait des tweets. La première ligne de Kaja Kallas, l'Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire parce qu'il serait une menace à la sécurité internationale. Et puis Ursula von der Leyen, l'Iran ne doit pas acquérir la bombe. Mais le problème, c'est que c'est pas la bombe qui est en cause ici. Ce qui est en cause, c'est les capacités d'enrichissement nucléaire. Et ce que voudraient les Occidentaux, c'est que l'Iran abandonne complètement ses activités d'enrichissement d'uranium. Aujourd'hui, la question, ça va être pendant combien de temps il y aura assez de munitions pour arrêter les missiles iraniens. Alors de l'autre côté, Israël revendique d'avoir détruit de plus en plus de lanceurs, mais elle ne peut pas aller chercher ceux qui se trouvent de l'autre côté, on va dire, de la première chaîne de montagnes qui traverse l'Iran, qui, comme on l'expliquait avec Idriss, qui se trouve trop loin de la chasse israélienne et de ses moyens. Pour le moment, on va voir s'il y a d'autres moyens pour pouvoir aller les détruire, on va voir si l'armée américaine, avec ses moyens, va éventuellement participer à la destruction de tout ça, j'en doute, parce que là, pour les Américains, pour eux, c'est terminé. Parce que maintenant, la grande question, c'est pas simplement la question de comment on gère ce qu'on a fait avec Israël. Le grand problème de Donald Trump en faisant ça, c'est de savoir comment il s'est aliéné ou non durablement, j'insiste sur cet adverbe, durablement sa base électorale en vue des prochaines élections qui n'auront lieu qu'en octobre de l'année prochaine. Parce qu'on est déjà là, tout le monde, oui, ça y est, il a perdu les midterms, ses compagnies. Comme si l'électeur américain était plus conscient en moyenne que l'électeur d'Europe de l'Ouest. Donc, direction le Golfe Persique, oui. Une région et deux mondes qui se font face, l'Iran d'un côté et les autres sur l'autre rive. Et entre les deux, un gouffre économique. Oui, c'est vrai. En fait, on voit le conflit actuel comme la réplique, un nouvel épisode d'une guerre qui oppose d'un côté Israël, son allié américain, et puis de l'autre, le monde arabe. C'est complètement inexact. En fait, c'est une représentation qui date de 50 ans. Les lignes stratégiques et économiques ne sont plus du tout les mêmes. En réalité, ce qu'on appelait le monde arabe a éclaté. Avec d'un côté l'Iran, qui n'est d'ailleurs pas un pays arabe, sur la rive est du Golfe Persique, en guerre avec Israël, et soutenu par des milices dans la région, et puis de l'autre côté, sur la rive ouest du bras de mer, le fameux Golfe, les pays du Golfe, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et puis Oman. Ceux-là ne veulent plus la guerre avec Israël. Leurs intérêts sont maintenant tout autres. En fait, sur les deux rives de ce Golfe Persique, il n'y a pas du tout la même situation. Ah, pas du tout. Ce sont deux mondes différents. Sur la rive orientale, c'est l'Iran et sa république islamique effondrée au plan économique. Le pays a un PIB à peine plus gros que celui de la région Rhône-Alpes. 400 milliards d'euros, alors qu'il a 90 millions d'habitants, un tiers de plus que la France. Et c'est un pays en voie de régression économique, avec du chômage, une inflation de 40 ou 50%, qui est sous sanctions internationales, et qui, de fait, vit en quasi-autarcie. De l'autre côté du Golfe, la croissance est 4% par an en moyenne, il y a des excédents budgétaires, l'investissement international arrive à flot, le PIB par tête en Arabie Saoudite et au Koweït est 6 fois supérieur à celui de l'Iran. Au Qatar, c'est un exemple un peu, c'est le pays le plus élevé du monde, mais enfin, c'est 16 fois supérieur. Et pourtant, j'allais dire, des deux côtés du Golfe, les situations climatiques, géologiques, minières, le pétrole, bien sûr, elles sont à peu près similaires. Bon, et alors que veulent-ils, ces pays du Golfe ? Ils sont pas mécontents de l'affaire actuelle, parce que, justement, ils cherchent à canaliser l'Iran. Ils redoutaient que Téhéran n'entraîne la région dans le chaos, en poursuivant sa croisade contre Israël. De plus, si Téhéran s'équipait d'une bombe nucléaire, il devrait le faire aussi. Au moins l'Arabie Saoudite, qui est son rival, qui est le poids lourd du Golfe, pour contrer tout cela, alors qu'ils veulent continuer sur leur trajectoire de développement, se connecter à l'économie mondiale,
attirer les capitaux et investir à l'étranger. L'Arabie Saoudite et les Émirats ont ainsi annoncé des centaines de milliards d'investissements aux États-Unis. L'Arabie, elle développe aussi ses liens avec la Chine, qui est désormais son premier client commercial pour le pétrole. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Iran est seul. Complètement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Israël a pris le risque de frapper initialement. En réalité, aujourd'hui, Israël et les pays du Golfe ont un peu les mêmes intérêts économiques et stratégiques. Priver l'Iran de sa capacité de nuisance. Et peut-être qu'au bout d'un moment, le piège dans lequel peut-être que Trump a mis en place un piège, peut-être qu'à la fin, Netanyahou, il aura plus de moyens, plus de missiles. Et donc, les Américains diront, attendez, nous, on a fait le boulot, faut maintenant que vous acceptiez des conditions équitable. Moi, l'idée selon laquelle Trump est une marionnette, je n'y crois pas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez évidemment ce matin sur les frappes américaines en Iran ce week-end. Oui, alors jeudi, Donald Trump avait grommelé qu'il pourrait attendre 2 semaines avant d'entrer en lice. Et à Paris comme à Téhéran, on y a cru. Les ambassades prétendaient que ses conseillers étaient partagés. On a calculé que 2 semaines, c'était le temps nécessaire pour faire venir sur zone un 3e groupe aéronaval. Les 2 semaines ont duré 2 jours et les mollahs ont été pris de court. Tout a été fait pour les tromper. Intox à tous les étages, désinformation et manœuvres de diversion jusqu'au dernier moment avec des B2 bien voyants qui s'envolent vers Diego Garcia quand ceux qui composent la vague d'assaut traversent dans l'autre sens l'Atlantique en douce, la Méditerranée, le Golfe pour fondre sur les principaux sites nucléaires. Donald Trump sait jouer au poker, il bluffe, il déroute, et il reste indéchiffrable. Et la ruse qu'il a manifestée dans cette affaire est jubilatoire parce que l'arroseur est arrosé. Ça fait au moins 30 ans que les mollahs mentent, qu'ils négocient pour gagner du temps, qu'ils jouent au plus fin avec l'AIEA, qu'ils piègent les diplomates européens, qu'ils trompent le monde sur leurs intentions, qu'ils manient le chantage et le terrorisme, qu'ils rusent pour obtenir en douce leur Graal, l'arme nucléaire. Les bombes de Treston 6 ont délivré un message éloquent. Elles disent « Game over ». Ça fait un demi-siècle que vous dénoncez 5 fois par jour le petit et le grand Satan, que vous appelez à la destruction d'Israël et à l'humiliation de l'Amérique. Eh bien, vous n'en aurez jamais les moyens. Voici la monnaie de votre pièce. La partie est terminée. Oui, et c'est pas avec une guerre préventive que Donald Trump va obtenir le prix Nobel de la paix, Vincent. Oui, mais c'est pas la paix que veut à tout prix Donald Trump, ni d'ailleurs défendre les seuls intérêts de l'Amérique et faire du business. Depuis 6 mois, avec l'Iran, il a montré qu'il était prêt à exercer la responsabilité que lui donne la puissance. Il a écrit au guide Khamenei, il a envoyé ses émissaires négocier pendant 2 mois, il a averti que le sablier se vidait, et les Iraniens qui excellent en palabres lui ont ri au nez. Il a donc laissé Benyamin Netanyahou agir, c'était le vendredi 13. Israël a décapité l'appareil de répression et ça n'a pas suffi. Hier, Trump a pris le relais et lui aussi a eu de la chance. Il a montré de quoi l'Amérique est capable. Ce raid à 11 000 kilomètres est une revanche éclatante. 45 ans après l'échec de l'opération Rescue qu'avait lancé Jimmy Carter pour sauver les Américains pris en otage à Téhéran et qui s'était terminé en Bérésina pour les forces spéciales. Les États-Unis, Vincent, risquent-ils de s'embourber une fois de plus dans une guerre au loin? Alors Donald Trump dit maintenant est le temps pour la paix. C'est en effet un peu bizarre de la part d'un homme qui exigeait une capitulation sans condition et qui a choisi l'escalade. Il menace d'ailleurs de s'en prendre aux autres cibles avec précision, rapidité, habileté et il en est capable, n'en doutons pas. Mais est-il capable de suivre les Iraniens s'ils persistent dans leur fuite en avant? Le marteau de minuit qui s'est écrasé sur la tête des mollahs n'est pas celui du commissaire-priseur qui conclut les enchères, c'est pas le coup de grâce à la République islamique, juste un coup d'arrêt. Les bombardements des principaux sites nucléaires n'enterrent pas le rêve de souveraineté et de toute puissance des mollahs avec les centrifugeuses, l'uranium enrichi et les ingénieurs nucléaires, ce qui d'ailleurs reste à établir. Oui. Israël a obtenu un répit. L'Amérique a obtenu une victoire. La guerre qui dure depuis 46 ans n'est pas terminée. Et puis ensuite, l'autre point, c'est de savoir comment la réaction iranienne, qui pour le moment reste limitée, vis-à-vis du reste du monde, je parle pas d'Israël, va engager un embrasement ou pas. Puisqu'ils ont décidé, semble-t-il, de bloquer aux navires occidentaux l'accès au détroit d'Ormuz.
Les Chinois, les Russes, les Indiens, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer de venir. Mais tous les navires occidentaux et tous les navires battant pavillon de complaisance, mais avec des armateurs israéliens, terminé. Bon, alors déjà on voit que c'est mesuré. C'est-à-dire, ils ciblent les gens qui ont un comportement à l'égard de l'Iran. Voilà, il n'y a pas eu de condamnation officielle de la part de l'Europe de l'agression israélienne. Donc, de toute façon, on ne compte plus dans cette histoire. Vous avez remarqué que depuis le début de cette intervention, je n'ai pas prononcé le mot Europe ou Union européenne parce que on ne sert absolument à rien. Voilà. Et de l'autre côté, on a le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi qui est allé à Moscou et qui dit, lui, par contre, les demandes qui nous ont été formulées, alors on ne sait pas si c'est les demandes formulées avant la frappe américaine ou les demandes même européennes, parce que là, on peut pas, puisqu'il parle des demandes des ennemis de l'Iran, donc est-ce qu'il nous inclut dedans ou est-ce qu'on est juste du menu fretin, c'est difficile à comprendre, hein, et donc pour lui, la porte de la diplomatie, pour le moment, elle est fermée. Mais il va falloir voir comment les Russes et les Chinois, même si pour eux l'accès au détroit d'Ormuz va rester ouvert, comment ils vont peser dans cette affaire. L'Iran a assez peu de cartes à jouer dans la riposte, mais il est peu probable que les Iraniens cèdent parce que c'est contraire à tout ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Et même si le pays est affaibli, le régime ne l'est pas forcément. Pour renverser le régime, il faudrait une opération au sol que ni Israël ni les États-Unis ne veulent faire, ou une opposition armée comme sur la fin en Libye pour Kadhafi, qui n'existe pas pour le moment. Donc on peut très bien avoir un Iran qui est très largement détruit, mais dans lequel les mollahs conservent leur pouvoir. Finalement, Bachar est resté au pouvoir dans une Syrie détruite pendant 14 ans, avant qu'une intervention militaire ne le déloge. Certains se demandent, mais que font les BRICS? Puisque l'Iran a rejoint les BRICS en 2024, les BRICS, c'est pas une alliance militaire. Ils peuvent faire une assistance politique, diplomatique, mais pas militaire. C'est pas une alliance, et donc c'est la limite. Ce sont des partenariats et pas une alliance militaire. La Chine ne veut en rien être mêlée à une quelconque intervention militaire. Elle a besoin de l'Iran pour son pétrole, mais elle ne prendra pas le risque de rentrer dans une guerre. C'est contraire à ses philosophies. Quant à la Russie, eh bien sûr, elle est liée à l'Iran, mais il n'y a pas une alliance militaire comme avec la Corée du Nord, c'est un peu différent. Et puis, elle ne veut pas non plus gâcher ses bonnes relations avec Trump, c'est important pour elle. Alors, bien sûr, la Russie ne voudrait pas que le régime iranien tombe, ce qui serait une deuxième défaite après la chute du régime syrien. Mais une fois encore, le régime iranien n'est pas obligé de tomber. Et par contre, s'il ne tombe pas, la Russie peut être gagnante parce que les cours du pétrole vont augmenter et que devant les incertitudes de la région, la Chine va accélérer la construction d'un nouveau gazoduc entre la Russie et la Chine. Est-ce qu'ils vont continuer de laisser la guerre se poursuivre jusqu'à épuisement des munitions, puisqu'il n'y a aucune troupe au sol, troupe régulière, hein, j'entends, je parle pas des forces spéciales, mais il n'y a aucune troupe régulière au sol. Bon, une fois qu'il n'y aura plus de missiles, on fait comment? Et je rappelle que la clé des missiles en Iran, c'est l'Iran et éventuellement ses alliés, mais surtout la production autochtone. La clé pour Israël, c'est que les États-Unis. Et donc là, les États-Unis pourraient dire, non mais attendez, maintenant, il faut quand même qu'on trouve un terrain d'entente. Les autres ont plus rien. En plus, des frappes israéliennes se poursuivent sur l'Iran pour détruire les lanceurs, la DCA et encore éliminer des responsables militaires. Donc, au bout d'un moment, c'est terminé. En plus, les Israéliens disent, là, avec les frappes américaines, le programme nucléaire iranien, c'est minimum, il a pris pour 2 ans, voire 5 ans dans la figure. Même si, je le rappelle, les évaluations des destructions elles-mêmes restent très, très vagues, hein, et à prendre avec beaucoup de prudence. Alors, cette une, évidemment, très choc du JDD, a de quoi marquer et franchement, a de quoi faire réagir quand on voit le coût de l'énergie aujourd'hui pour les Français, quand on voit le coût plus généralement de nos impôts. On est en plein dans cette actualité de la TVA et on se dit tout ça pour payer et financer des programmes énergétiques qui ne servent à rien réellement. Comment c'est possible une chose pareille ? Écoutez, tout d'abord, il faut bien comprendre que nos factures ont doublé depuis 20 ans. Donc, on a eu un doublement des factures à cause du financement des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Ces factures, donc, sont passées de 100 à 200. Et aujourd'hui, le gouvernement veut faire passer ces factures de 200 à 400, si je prends une base de référence de 100, pour financer à nouveau le développement des énergies intermittentes qui ne servent à rien. Et en fait, si vous voulez, cette PPE, c'est une PPE du vol des Français.
En fait, c'est 300 milliards d'euros qui sont volés aux Français par les exploitants éoliens et les panneaux solaires, puisqu'on le sait très très bien, ça ne sert à rien. J'ai eu l'occasion vendredi de dialoguer, si on peut dire ça, dialoguer avec Sandrine Rousseau, où elle nous a fait un syndrome d'éco-anxiété à l'Assemblée nationale lorsqu'on a annoncé le moratoire sur les éoliennes et les panneaux solaires qui ont été adoptés la semaine dernière. Oui. Et elle nous a fait un petit syndrome d'éco-anxiété en disant qu'on allait tous mourir, alors que je lui ai simplement dit que la France était déjà décarbonée pour son mix électrique. Rien que le jour où on intervenait sur France Info TV, le mix électrique français était à 99% décarboné et la France émettait 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que l'Allemagne en émettait 7 fois plus. En réalité, Agnès Pannier-Runacher, qui est intervenue dans les médias, ou Sandrine Rousseau, sont dans l'idéologie pure. Elles sont dans la religion, puisque la science, Clémence Odiakova, la science établit bien que la France n'a absolument pas besoin d'énergie intermittente éolienne et panneaux solaires, et que tout cela coûte aux Français, au profit d'exploitants éoliens qui touchent des subventions supérieures au prix de marché.